Donc, c'est parti, on devait le faire depuis un bon moment. On va le faire en live ici, comme ça. Vous pourrez poser vos questions en direct s'il y a des choses qui sont pas claires, parce que bon, c'est des sujets assez complexes et parfois je risque de passer certains détails rapidement. Donc, si c'est pas clair, n'hésitez pas à couper et à poser des questions pour que tout le monde de derrière puisse en profiter dans le replay. Donc, jamais de questions stupides, soyez pas timide. Au contraire, s'il y a un truc qui vous paraît pas logique, n'hésitez pas à demander. Donc le premier des aspects dont on a déjà beaucoup parlé, donc je vais essayer de le passer assez rapidement, c'est celui qui permet chez les professionnels de statuer de la probabilité plus que raisonnable d'obtenir une récession à courte échéance. Alors il y a plusieurs mécanismes, il y a celui qu'on agite devant les débiles, qui est l'inversion de la courbe de taux 2 à 10 ans, qui permet, avec une probabilité assez raisonnable, de prévoir les récessions à horizon 2 ans. Donc, autant vous dire que niveau timing, c'est quand même pas génial. Mais c'est ce qui nous permettait, moi déjà à l'époque, dès 2017 et des poussières, là où on a eu l'inversion de la courbe de taux 2 à 10 ans, qu'il y allait y avoir quelque chose. D'accord. On savait que ça pourrait mettre un peu de temps, mais on savait qu'il allait se passer un truc. On ne savait pas du tout que ce serait le Covid, hein, comme je dis, on ne connaît pas la nature, mais les marchés obligataires avaient commencé à parler. On a coutume de dire d'ailleurs chez les professionnels que s'il y a bien un marché qu'on peut pas vraiment, sur lequel on peut pas vraiment tricher, entre guillemets, manipuler, etc., dû à sa profondeur de marché et les montants qui sont en jeu, c'est le marché de la dette. Donc, le marché du crédit et le marché des taux, on peut difficilement manipuler durablement ces trucs-là. Ça, c'est le premier des facteurs. Donc, comme je vous dis, les particuliers regardent le taux à 2 ans, 10 ans comme un omen, un truc qui permet de prévoir le futur. Alors, bon, les professionnels se disent, bon, c'est qu'on va réduire les prises de risque quand c'est ça, donc on commence à prendre des profits sur les sommets, etc. Ça permet de donner un signal de, bon, ok, peut-être temps de récupérer des gains et de prendre un petit peu moins de risques. Voilà ce qu'un professionnel tire de l'inversion d'un taux 2 à 10 ans. Alors que eux, les professionnels, c'est ah mon Dieu, la récession, la fin du monde, etc. Donc, comme d'hab, on fait attention avec les délires des particuliers, c'est souvent assez flippant et ils sont souvent dans le mauvais sens. On va voir derrière, donc, le truc que regardent les professionnels. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous le mettre ici parce que ce n'est pas disponible sur TradingView, mais les professionnels actuellement, en tout cas moi ceux avec qui je discute, donc soit des gérants de fonds, soit des gens qui travaillent en institution. Bon, après, j'ai pas non plus, comme je vous dis, un panel de 150 personnes, donc c'est pas non plus représentatif, mais il y a quand même un truc qui est revenu plusieurs fois, qui est que ces gens-là, pour ma part, me disent, regardez une chose, c'est la différentielle enfin, le momentum entre deux choses, c'est-à-dire qu'ils comparent le momentum entre les swaps d'inflation à 6 mois. D'accord. Donc, pour vous faire simple, ce que c'est qu'un swap d'inflation, c'est ni plus ni moins qu'un produit de couverture au niveau interbancaire qui permet aux banques, en fait, de couvrir un changement dans l'inflation. D'accord. À horizon 6 mois. Donc, tout simplement, la variation du prix de ces trucs permet d'avoir, tout comme par exemple un broker peut prendre vos paris pour dire vous pariez sur tel cheval, s'il a 3% de chance de passer la ligne d'arrivée, bah, effectivement, vous allez avoir une cote très asymétrique. Ok, bah là c'est pareil, c'est de dire, c'est des modèles macro et bancaires qui permettent d'estimer, entre guillemets, l'inflation à 6 mois, et ces modèles proposent donc aux clients des swaps d'inflation qui leur permettent donc de hedger les positions. Ok, bon, donc ces swaps d'inflation à 6 mois, c'est donc ce que les modèles macro-bancaires produisent comme projection de l'inflation à 6 mois. Ok, donc ça déjà c'est ce que les professionnels regardent. Ce qui les intéresse c'est de regarder comment ça varie. Est-ce qu'on fait monter la projection d'inflation ou baisser la projection d'inflation à 6 mois. Et ils comparent ça avec la même chose, d'accord, mais sur le 10 ans, c'est-à-dire la modification du taux à 10 ans. Et donc, évidemment, le swap d'inflation à 6 mois bouge beaucoup plus vite, puisqu'en ce moment, c'est n'importe quoi, ok. Mais c'est ce qui leur permet de moduler risk-on, risk-off actuellement. Donc, déjà, le premier truc, c'est que moi, ils sont pas du tout en mode alerte. Là, ils sont pas en mode panique, vite, on vend tout, etc. L'inflation va exploser. Au contraire, les swaps d'inflation commencent à baisser. Donc, c'est-à-dire que là, côté professionnel, les modèles bancaires sont en train de dire que l'inflation, elle va rebaisser. Attention, je parle encore des swaps d'inflation. D'accord. Ça ne veut pas dire que l'inflation, que le niveau des prix va baisser. Ça veut juste dire que le rythme de croissance des prix, donc l'inflation, va se réduire. OK. Ça, c'est ce qu'ils voient donc côté professionnel. Maintenant, bon, aujourd'hui, on vient d'avoir un CPI qui a tapé assez haut au-dessus du consensus. On va voir si ces différents modèles, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, d'accord. On va mettre une nouvelle donnée dedans et on va voir ce que le modèle sort en sortie. Et on va voir du coup si le prix des swaps d'inflation à 6 mois change demain matin quand on aura le nouveau taux interbancaire overnight. Bref, donc on verra un peu le truc. Avec ces nouveaux chiffres, on verra si ça a bougé fortement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les modèles professionnels constituent le fait que ce nouveau chiffre de l'inflation change le forecast ou pas? Si oui, de combien, etc. Et donc, demain, les taux vont changer.
Ce qu'on voit directement dans un premier lieu, c'est que pour ma part, le taux à 10 ans, je ne le vois pas bouger là, d'accord? Parce que lui, je peux l'avoir à court terme. Donc là, navré, moi, le CPI, je ne vois pas un changement radical du taux à 10 ans. Donc déjà, le premier truc, c'est-à-dire qu'une des deux composantes de notre équation qui permet de mesurer le niveau de prise de risque des gérants professionnels, déjà, il y a un de ces deux composants qui ne bouge pas beaucoup. Et puis, dans le cas où effectivement le forecast d'inflation viendrait à remonter un petit peu, le taux à 10 ans remonte aussi. Donc la question, c'est lequel des deux remonte plus vite. Si le taux à 10 ans remonte plus vite que les swaps d'inflation, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne voient pas ça comme l'augmentation du risque. Ils voient ça comme un rythme qui se réduit au contraire. C'est-à-dire que même si l'inflation monte, si elle monte moins vite que le taux à 10 ans, ça va. Vous captez ça? Donc, c'est toujours plus complexe que ce que les retail voient, parce que comme d'hab, les retail, ils font non pas des simplifications, mais ils font juste de la merde, en fait. Enfin, je ne sais pas comment certaines personnes osent l'ouvrir des fois sur les réseaux. Je dis des conneries, moi aussi, attention, hein, mais bon, j'essaie au moins de vous donner des conneries plus intelligentes. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, le CPI, on s'en fout. Ce qui les intéresse, les professionnels, c'est dans des modèles qui projettent l'inflation à 6 mois, est-ce que ça varie beaucoup ou pas? Et ça, on verra demain, mais pour l'instant, je n'ai pas franchement l'impression que ça bouge tant que ça. Et puis, il ne faut pas que ça bouge plus vite que le 10 ans. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, un 10 ans qui monte, ok, c'est pas très grave, c'est même pour l'instant plutôt bon signe. Si on avait eu le 10 ans qui baissait et un swap d'inflation, enfin en tout cas une inflation projetée, une inflation réelle supérieure aux projections, ça aurait pu être mauvais signe, ça aurait pu être le signe vraiment d'un risk-off et là de la préparation d'un sell-off sur les marchés actions. Donc la réaction à court terme que vous avez vue là tout à l'heure après la publication, encore une fois faites gaffe, marché peu liquide, les gens sont tendax du slip comme pas permis en ce moment, donc c'est pas le moment de faire ça. Ok? Donc les professionnels regardent à 6 mois, ils ne regardent pas là, maintenant, le chiffre. Ils regardent quel est le chiffre et quelle est la tendance des derniers mois. Est-ce que ça s'inverse, ça ne s'inverse pas? Mais surtout, ces modèles. Si vous croyez qu'ils font que projeter les chiffres, genre à la dernière fois, on avait 8,6, 9,1. Non, le modèle, il est plus compliqué que ça, encore une fois. C'est des quants qui bossent derrière, ils cherchent des trucs extrêmement complexes. Bref, c'est un peu des black box, on ne sait pas trop. Donc moi, je ne sais pas ce que va donner le modèle, mais je sais qu'en tout cas, le taux qui sera proposé pour les swaps d'inflation, tout simplement, c'est ça qui me permettra de voir si le modèle, lui, il estime ou non qu'on a changé la trajectoire d'inflation qui, pour l'instant, était vue comme étant en réduction à horizon 6 mois. Voilà tout ce que vous avez à savoir de ce que les professionnels regardent par rapport au taux d'intérêt. Rien à foutre, encore une fois, du taux en lui-même. On ne paye jamais attention à la valeur en elle-même. Ce qui intéresse toujours les professionnels, c'est de mettre les choses en référence, en contexte, en fait. Donc voilà, mise en contexte, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le rythme de croissance du taux à 10 ans face au rythme de croissance des prévisions d'inflation, et absolument pas de savoir si J.J. Powell va monter de 50, 75 ou 100 points de base, parce que ça, c'est pour faire parler les débiles. Voilà, donc ça, c'est la première des choses, vous l'avez déjà dit, mais au moins, je peux vous l'expliquer. Donc, on attendra d'avoir ces nouveaux chiffres, on verra de combien ils varient, et surtout, est-ce qu'ils varient plus ou moins que le référentiel à 10 ans. Ok, le deuxième des facteurs dont je vous avais déjà parlé, avant de passer au plus intéressant, c'est celui-ci. Donc c'est de dire, si on prend ce truc-là, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'on avait vu de moins mauvais, d'accord, pour voir la mesure plus ou moins directe, bon, on est vraiment ici sur quelque chose d'indirect, des conditions de financement dans les zones économiques. Alors j'avais toujours regardé celui des États-Unis, parce que c'est celui qui nous intéressait, mais comme maintenant on va parler d'euro-dollar, il est légitime de faire la même chose en Europe. Alors j'ai dû cheater un peu sur la mécanique, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas une division par zéro, j'ai dû ajouter 1% au référentiel sur le taux à 10 ans. Bon, ça change un petit peu, mais d'un point de vue mathématique, c'est pas non plus fondamentalement un gros changement, mais c'est que surtout, sinon, j'ai des grosses mèches à la con par une division à zéro, enfin proche de zéro. Donc, pour éviter le bruit statistique, ok, comme on est passé sur des taux négatifs en Europe, donc comme je dis, il y a un croisement de la valeur zéro, et si tu divises par zéro, tu as bien compris que ça fout la merde. Donc, je préfère éviter le truc, donc je rajoute 1% au taux à 10 ans, ça change un peu la mécanique, mais globalement, c'est pas la fin du monde. Ok, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si ici on compare les deux, puisque c'est ça qui nous intéresse, donc on voit la valeur médiane, c'est-à-dire globalement, les mécaniques de dynamique de taux à court terme référencées par rapport à un taux à long terme tendent toujours vers une médiane. Donc ça revient au milieu quoi qu'il arrive. C'est normal puisqu'on a référencé le truc, donc ça ne peut pas vraiment être tendanciel ce truc. Donc, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est pas le chiffre brut du taux à 2 ans, est-ce qu'il a croisé le taux à 10 ans, mes couilles, je sais pas quoi, mais quelle est la variation des taux de court terme référencée par rapport à un taux de long terme. C'est ça, encore une fois, c'est ce type de mécanisme-là que les professionnels regardent. Toujours référencé par rapport à quelque chose. Ok ? Donc, si on compare la progression actuelle du modèle en Europe, effectivement, on est dans des conditions de financement très favorable, d'accord, c'est ce qu'on avait vu ici, ça veut dire conditions de financement très dégradées, d'accord, c'est vraiment le mode
entre guillemets, risk-off, c'est pas le moment de se chauffer trop la bite, on prend les profits, etc. Là en bas, c'est plutôt, c'est facile d'investir, etc., risk-on. Bon, donc on fait un petit peu attention, mais effectivement, comme on l'a vu, attention aussi aux différentes progressions des cycles bancaires. Okay, donc là, ce qu'on sait que de toute façon, c'est qu'on vient de chercher un écart type très très élevé par rapport à la norme qu'on a ici sur plus de 20 ans. Bon, maintenant, ce qu'on voit, c'est que le Covid a fait l'inverse aussi. Hein, donc voilà, le Covid, pardon. Si, c'était le Covid là. Non, 2019. Non, ça c'était la chute, la première chute des marchés l'année dernière là. Enfin, le Covid, c'était mars 2020. Et on l'avait vu, ce schéma suivait un schéma. C'est-à-dire que la première fois, on dégrade les conditions économiques, mais les prix ne réagissent pas. Dans un deuxième temps, les prix continuent de monter, puis arrive, dans un second pic, la crise. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, et ça suit le même modèle en Europe. On a le premier pic, et c'est ici qu'intervient la crise, donc de 2008, etc. D'accord ? Donc le premier pic marque l'alerte, le deuxième marque le sommet. Et le démarrage de la phase baissière. Évidemment, donc quand on arrive en bas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à l'inverse, d'accord, on l'avait vu. Le premier pic marque le bottom, le deuxième pic marque le réamorçage de la tendance haussière. Ok ? Donc, le premier creux qu'on est en train de faire marque probablement le bottom. Le deuxième, la reprise des tendances haussières, enfin, en tout cas, la reprise, probablement, encore une fois, une phase de soutien. Donc, il y a fortement de chances, en tout cas, que dans l'état actuel, le rebond qu'on est ici sur ce truc-là marque plutôt, en fait, un signal positif pour les indices. Ce qui nous intéresse, donc hormis ce que ça veut dire pour les indices, comme d'hab, ceux qui price la récession, ça va être compliqué, mais c'est juste de dire, voilà, cette réversion à la moyenne, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus bruyant aux États-Unis, d'accord, par rapport à l'Europe. Donc, il est normal que les momentum soient plus agressifs aux États-Unis qu'en Europe. La politique monétaire, elle est plus agressive aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe. C'est pas une grande nouveauté, mais encore une fois, il faut le voir, pas juste le jeter comme ça en pâture. Mais on revient là aussi, quoi qu'il arrive, par cette phase de plateau. Donc la prochaine phase dans la séquence qu'on avait déjà identifiée, c'est-à-dire qu'après le pic, on revient à la moyenne, puis on y reste, c'est ça qui nous attend aux États-Unis. Retourner vers la moyenne, puis y rester avant que, normalement, donc un deuxième creux, puis une nouvelle phase de stress que j'estime toujours pour ma part vers les années 2026 machin, et il nous faudra encore une fois 2 pics, c'est-à-dire un premier, un deuxième, et c'est celui-là qu'il faudra shorter nique sa mère, si on suit toujours le modèle. Ok ? Mais voilà le schéma. Donc, la récession, par rapport à ce modèle, niet. Pas possible, c'est le premier truc que nous dit ce truc-là. Donc, pareil, les swaps d'inflation qui tendent dans une direction, d'autres modèles professionnels, enfin, proches de modèles professionnels, montrent bien que ça sent pas du tout la récession, mais plutôt l'inverse, et que la normalisation des politiques monétaires n'est absolument pas restrictive, d'accord, mais qu'elle est totalement en lien avec des cycles économiques, c'est-à-dire un retour à la normale. Après un assouplissement monétaire historique post-Covid, il est normal de revenir à des conditions monétaires un peu moins favorables, d'accord ? Quand j'entends les gens parler de politique monétaire au quiche, etc., il faut quand même vous sortir les doigts du cul, c'est pas le cas, d'accord ? On n'est pas du tout au quiche, c'est juste beaucoup moins dovish. Et ce momentum, c'est-à-dire le changement de perception, c'est ce que je vous dis souvent. Quand vous êtes en train de monter un col, le fait que vous arriviez au niveau du sommet, d'accord, ça vous donne souvent l'impression que vous êtes en train de descendre, juste parce que le momentum, c'est-à-dire le rythme de la croissance s'est ralenti. Mais en soi, vous n'êtes pas du tout en train de descendre, vous êtes toujours en train de monter, mais vous montez tellement moins rapidement que ce que vous aviez eu l'habitude de sentir que c'est perçu comme une baisse. C'est la même chose dans les marchés. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, une phase de normalisation très agressive, c'est perçu comme étant quelque chose de hawkish. Alors qu'encore une fois, hawkish, c'est là. C'est au-dessus qu'il faut être hawkish. Là, c'est ici qu'il faut être dovish. Donc clairement, on est dans une politique monétaire plutôt dovish. Malgré le fait que le vocabulaire, donc la politique, d'accord ? Là, on parle de la politique monétaire, elle a des actions et elle a du blabla. Donc le blabla est hawkish, mais les actions sont toujours, pour l'instant, dans un domaine plutôt dovish, tendant vers le neutre. Ce qu'on va noter, c'est que donc en Europe, on est pour l'instant plus dovish de façon relative que les États-Unis. Mais on revient aussi de moins loin. Donc ce sera plus facile de revenir à la normalité que pour les États-Unis. Donc en soi, comme toujours, avec des forces relatives différentes, ceux qui me disent ouais, la BCE elle est carrément à la bourre, c'est la catastrophe pour l'Europe, etc., la fuite en avant, l'impression monétaire, vous voyez objectivement que c'est une connerie. Ou pas ? Les deux se comportent de la même façon, les deux sont en train de normaliser. Le marché est déjà en train de pricer la normalisation monétaire de l'Europe, mais encore une fois, des gens qui comparent des trucs qui n'ont rien à voir, c'est dangereux. D'accord ? Les professionnels mettent tout en référence.
La référence à 10 ans en Europe n'a rien à voir à la référence à 10 ans aux États-Unis. Donc les taux aux États-Unis n'ont rien à voir avec les taux en Europe. Le taux directeur de la BCE n'a rien à voir avec le taux directeur des États-Unis. L'utilité de crédit qui est faite derrière, ce dont on va parler derrière, les masses monétaires, n'est absolument pas la même. Ces deux économies sont différentes. Donc, comparer en disant ouais, mais la Fed à 3, enfin, direction 3%, et à côté de ça, l'Europe toujours proche de zéro, c'est la catastrophe. Ça ne peut faire que baisser l'euro-dollar. Bon, à court terme, peut-être, mais là, on va en parler un petit peu. Les mécaniques à long terme qui déplacent réellement la valeur des taux de change, qui créent les cycles de déplacement des masses monétaires, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Mais alors, strictement rien à voir. Il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Mais ce n'est pas les différentiels de taux de change qui font bouger les masses monétaires. C'est absolument pas ça. Qui font bouger les forex. Ce qui fait bouger les forex, c'est le rythme de croissance des masses monétaires. Et encore une fois, ça n'a rien d'unique, on s'en fout de la valeur toute seule d'un truc, c'est toujours des mouvements relatifs à. C'est-à-dire qu'on met toujours les choses dans un contexte, on compare toujours deux choses. On ne met jamais une valeur brute comme ça, sortie de nulle part, pour dire oh, tant de trillions de dollars, c'est la catastrophe. C'est les cons qui font ça. D'accord? Donc, un taux d'intérêt, par exemple, la Fed de tant de pourcents, ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas mis en contexte. Ok? Et quand les contextes entre le taux européen et le taux américain n'ont rien à voir, on ne peut pas les comparer l'un avec l'autre. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Ok? Donc arrêtez de comparer comme les débiles. Il ne faut vraiment pas le faire. Au mieux, il vaut mieux pas faire de comparaison que de faire une comparaison qui n'est pas légitime. Bon, ceci dit, donc je vais essayer de vous donner un peu la cheat sheet. Il y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui permettent d'expliquer les mouvements de capitaux à moyen terme. Et on est sur des horizons de temps mensuels, mais je vais vous en montrer un qui est le principal facteur et qui, vous verrez, c'est assez irréprochable. Donc, il y en a un qui marche très très bien, c'est celui-ci. C'est de dire, vous voyez bien que ça, c'est très fortement corrélé à ça. Le truc jaune. D'accord? Maintenant, mettez un taux de corrélation statistique mes couilles et vous aurez un truc tout pourri. D'accord? Mais moi, je vous parle d'un point de vue trading. D'accord? Avec ça, je peux prédire le mouvement de ça. Parce que les cycles sont corrélés. Maintenant, vous voyez, le rythme de croissance, enfin le rythme de corrélation n'est pas parfait. C'est-à-dire que il peut très bien, voilà. Mais les cycles sont corrélés. Donc là, il n'y a pas corrélation statistique avec un taux de corrélation à la con. Mais par contre, il y a causalité. Le mouvement de l'un cause des mouvements de l'autre. Ils ont des mouvements coordonnés. OK? Donc, il faut arrêter avec les délires des corrélations mathématiques. C'est important, ça permet de mesurer, mais ce qui est important, c'est la corrélation cyclique des deux. OK? Et vous voyez très bien qu'effectivement, ces deux-là fonctionnent ensemble. Ce qui est assez amusant, c'est quand même de voir que la dynamique moyen terme de ce truc-là, elle a également changé. On était plutôt effectivement dans une dynamique directionnelle sur celui-là, et plutôt tendance haussière, range haussier comme on l'avait vu sur l'euro-dollar. Ce qu'on voit également, c'est que maintenant, c'est probablement l'inverse qui va se produire. Comme je vous l'ai dit, on va probablement avoir une très forte reprise du dollar et une dégradation de l'euro dans les prochaines années, mais ça n'a encore une fois rien à voir avec les conneries qui sont déblatérées aujourd'hui sur Twitter. Ça a principalement à voir avec un phénomène totalement contrarien, parce que maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est ce truc-là. Ok? Ce truc-là, le truc jaune, ça n'est ni plus ni moins que le différentiel de rythme de croissance de la masse monétaire entre l'Europe et les États-Unis. D'accord? Ce que vous avez là en noir, c'est la masse monétaire M3 des États-Unis et la masse monétaire M3 de l'Europe. Et ça, c'est la différence entre les deux, référencée par rapport au taux américain. D'accord? La formule mathématique, en gros, c'est ça. C'est la masse monétaire de l'eurozone moins la masse monétaire des États-Unis, donc la différence entre ces deux courbes, référencée par rapport à ça. Ok? C'est tout. C'est bête et méchant. Donc encore une fois, on n'étudie pas un rythme de croissance n'importe comment, on le référence par rapport à la valeur. Ok, donc là, ce qui m'intéresse donc, c'est de voir donc comment ces deux masses monétaires évoluent. Quand ça monte, ça veut donc dire que la masse monétaire en Europe croît plus vite que la masse monétaire aux États-Unis. Ok? Quand ça baisse, c'est l'inverse. Ça veut donc dire que les États-Unis ont un rythme de croissance de leur masse monétaire supérieur à l'Europe, relatif à la masse monétaire des États-Unis dans tous les cas. Ok? Jusque-là, ça va ou je vous ai tous perdus? Là, on rentre dans le dur, la partie importante. D'accord? Ce qu'il y avait avant, normalement, vous le saviez déjà, on l'a déjà vu. Super. Bon, donc, ça,
c'est le principal facteur qui fait bouger le taux de change euro-dollar. La vélocité de la croissance des masses monétaires. S'il y en a un qui va plus vite que l'autre, ça fait bouger le taux de change. Ça n'a rien à voir avec les taux directeurs. Les taux directeurs peuvent influer indirectement, mais le principal facteur de corrélation, causalité, d'accord, pas corrélation, taux de corrélation mes couilles, c'est ça. D'accord? C'est ça qui fait bouger un taux de change. C'est ça le principal des facteurs. Il y en a plein d'autres, encore une fois, c'est multifactoriel, mais c'est le principal. Rien à voir avec les putains de différentiels de taux de change. Avec les putains de différentiels de taux d'intérêt. Donc il faut arrêter avec ces histoires-là. Ok, je ne veux plus en entendre parler de ah ouais, mais en Europe on est toujours proche de zéro, donc non, ça n'a pas du tout le même impact dans l'économie réelle. Ce qu'on voit d'ailleurs ici, c'est que malgré des taux d'intérêt supérieurs aux États-Unis, la masse monétaire a cru très largement plus vite qu'en Europe, malgré des taux d'intérêt supérieurs. Donc l'utilisation du crédit, malgré des taux d'intérêt différents, n'a rien à voir. Et si on va plus loin encore dans ce raisonnement débile, c'est même pas du tout la même utilisation du crédit qui est faite derrière. Nous, le crédit sert aussi à financer, mais on finance beaucoup plus la dépense publique via du crédit qu'aux États-Unis qui financent beaucoup plus la dette privée. Donc, déjà d'une, les taux d'intérêt n'ont pas le même appétit pour le crédit dans les deux pays, mais en plus, l'utilité de ce crédit n'est pas la même. Donc, comparer des trucs qui ne se comparent pas, je ne veux plus voir ça. D'accord? Donc, plus jamais on me parle de taux d'intérêt, etc. Le taux directeur ne sert à rien. Le différentiel de taux à 10 ans entre les États-Unis et l'Europe ne sert à rien pour prédire les mouvements de l'euro-dollar. Quand je parle de prédire, je ne parle pas de boule de cristal, je parle juste d'un modèle qui permet de façon relativement fiable de prévoir la direction de la valeur. Maintenant, les mouvements de prix, comme on le voit, peuvent osciller autour de ce truc-là. Mais la valeur, elle est claire, nette et précise. Et ces mouvements-là, quand ils sont lancés, se lancent pendant plusieurs années. Quand on lance quelque chose, ça ne s'arrête pas le lendemain. C'est ça, en fait, qui me permet de savoir dans quel cycle on est. Donc là, on était dans un cycle de baisse, qui a été historiquement long par rapport au cycle précédent, puisqu'on le voit. Ici, les cycles de croissance duraient au plus long, hein, d'accord? Ici, on a un cycle qui s'arrête ici aussi. Ok? Donc là, 71-81. 10 ans. Ici, on va dire 87, 97, 10 ans. Là, ce cycle-là, dans lequel le dollar est imprimé massivement plus que l'euro, ça fait plus de 15 ans qu'on est dedans. D'accord? Bon, pas plus de 15 ans, mais ça fait à peu près 15 ans qu'on est dedans. Donc, déjà d'une, on est sur un cycle très long dans lequel il n'y a pas eu la moindre phase consolidante. D'accord? On est resté ici sur une petite phase effectivement de plateau, et là, on a eu, Covid, une deuxième accélération très très forte. Mais ça, c'est le même cycle. Donc ici, c'est très important, à mon sens, de comprendre ce que ça veut dire. Ok, ici, le théorème, là, aujourd'hui, en tout cas, le truc dont j'entends parler le plus, c'est de dire les États-Unis vont ralentir l'accès au crédit. Qu'est-ce que ça va faire? Normalement, ça va effectivement ralentir la croissance de la masse monétaire. Mais d'une, ce n'est pas une certitude, mais c'est quand même ce qui semble le plus probable. Donc, le durcissement de politique monétaire qu'on a vu juste avant étant plus agressif aux États-Unis parce qu'ils sont allés plus loin. D'une, il est normal, et de deux, comme il est plus agressif, il va encore plus freiner la création monétaire en dollars. D'accord? Ça devrait mettre un vrai coup de frein sur le rythme de croissance M3. Parce qu'ici, on a cassé un support, là, on n'a rien cassé du tout. Donc, moi, si tu veux, si on avait cassé une résistance, une mini-résistance, si on avait pu ici rebondir au moins au-dessus de ça, j'aurais dit, OK, on a fait une phase de plateau. Là, on a fait mon cul. On voit bien ici qu'on a constitué des creux et sommets descendants. Là aussi, donc là, il y a vraiment eu des phases correctrices. Ça, c'est pas une phase correctrice. Il y a toujours des creux sommets descendants. Donc, ça reste en fait une phase relativement longue. Effectivement, pour moi, il y a une anomalie, c'est-à-dire que ici, et je vous le rappelle, c'est à ce moment-là que je tradais l'euro-dollar à l'achat d'ailleurs, hein, je pensais clairement qu'on allait avoir un cycle correctif, qu'on n'a pas eu. Preuve, on est donc toujours dans le même truc. Bon, maintenant, si tu veux, on peut tolérer en disant qu'il y a effectivement deux trucs, hein. On peut le voir sous cette forme-là. Mais dans ce cas-là, tu vas voir que de toute façon, la conclusion, elle est à l'inverse de ce que disent les gens. Puisque donc, si tu l'as compris, la corrélation entre ce truc-là, ça veut dire
l'inverse de ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Globalement, ils disent un truc qui fait que ça va causer l'inverse de la conclusion qu'ils produisent. Aujourd'hui, le narratif des gens, c'est les États-Unis vont couper la vanne du crédit et l'Europe, c'est open bar, allez vous servir. Donc, théoriquement, la masse monétaire européenne devrait croître plus vite que la masse monétaire américaine, ce qui devrait faire remonter ce truc-là, ce qui devrait faire remonter l'euro-dollar. Et non pas baisser. Alors que dans la tronche des gens, c'est l'inverse. On est d'accord ? Il est là, le problème. Le problème, c'est que concrètement, on a quelque chose qui a eu un effet de cause-conséquence depuis 50 ans. Et les gens ont un raisonnement complètement inverse. Je comprends la logique du raisonnement qui dit que si on imprime plus de dollars, machin, ça devrait faire baisser. Mais c'est faux. C'est juste purement faux. Donc, en fait, si jamais l'Europe produit plus d'euros que de dollars, ce qui semble là, actuellement le plus probable, puisqu'on l'a vu, l'Europe est en retard sur sa phase de normalisation, donc elle va devoir commencer à freiner, alors que les États-Unis ont déjà commencé à le faire. Ce qu'on a vu, c'est que les États-Unis vont probablement freiner plus vite que l'Europe. Donc oui, moi je m'attends clairement à voir les États-Unis resserrer plus vite que l'Europe. Je m'attends donc à voir le frein sur la masse monétaire américaine freiner plus vite qu'il ne freinera sur l'Europe. Je m'attends donc à voir ce truc monter, et je m'attends donc à voir l'euro-dollar monter. Et oui, on va continuer de créer des euros à tour de bras en Europe. Et oui, ça ira surtout pour financer la politique budgétaire de nos États. Et oui, ça ira surtout pour financer celle du Sud. Donc oui, tout ce que les gens disent pour soutenir la baisse de l'euro-dollar, c'est ce qui va mécaniquement causer sa hausse. Selon ce modèle-là. Il y a une deuxième chose qui est hyper importante à comprendre, c'est que si on regarde derrière ça, c'est-à-dire ça c'est la dérivée première du rythme de croissance des trucs. D'accord ? C'est-à-dire là je compare les rythmes de croissance. Ok ? Donc ça c'est celui de la zone euro, ça c'est celui des États-Unis. D'accord ? Le rate of change à 12 périodes, puisqu'on est en mensuel, comme ça fait le rate of change annuel. Ok ? Donc le rate of change, c'est ni plus ni moins qu'on compare le chiffre du mois 1 au mois moins 12, enfin le même mois de l'année précédente. En gros, c'est vraiment le year to year du rythme de croissance de la masse monétaire des différents pays. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a effectivement des phases de disjonction, c'est le moment où les politiques monétaires ne sont pas alignées. D'accord ? Ça va jusque-là ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Dans les dynamiques, est-ce que vous voyez une pattern ou pas ? Est-ce que ces phases de politique monétaire dans lesquelles les deux ont un rythme de croissance significativement différent. Donc là, 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 là et là. Est-ce que vous voyez un effet de causalité dans ces moments-là ? Est-ce que ça cause quelque chose ici ou pas ? Qu'est-ce que ça produit là ? Qu'est-ce que ça produit là ? À chaque fois qu'on fait ces trucs-là. Ah non, 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 moi ce qui m'intéresse, c'est les effets que ça cause, d'accord ? Donc, quand on a un différentiel fort de rythme de croissance des masses monétaires entre les deux, d'accord ? Ça produit un déplacement très fort, et ça c'est normal, des masses monétaires. Ok, bon, c'est logique, hein. C'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas corrélation, ça serait inquiétant. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc la seule chose que ça cause, c'est effectivement, on va avoir une des masses monétaires qui va progresser beaucoup plus vite que l'autre, et ça dure un certain moment, puis en général, ça s'inverse. C'est-à-dire les deux courbes se recroisent dans l'autre sens derrière. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que tout mécanisme directionnel cause une inversion derrière. Ok ? Généralement, c'est à tour de rôle. Là, on a vu que significativement, c'était toujours l'Europe qui prenait le dessus. C'est ce qui faisait monter le taux de change euro-dollar. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les phases d'accélération, à chaque fois, ça produit surtout un plateau sur l'euro-dollar. À chaque fois qu'on a ces phases d'accélération, alors hormis ici où il y a une petite anomalie, on est d'accord, mais à chaque fois, en fait, on a une oscillation de l'euro-dollar, pas un mouvement tendanciel. Ça marche ? Il y a une direction claire, hein, ça va toujours dans un sens, qui suit le sens de ce flux-là. Ok ? Là, ça monte, ça baisse,
Ok. Mais ce qui est important, c'est donc de comprendre que dans ces phases très directionnelles, le marché est en avance. Donc, il range. Vous le voyez ça ou pas? En fait, le marché a toujours un coup d'avance. Un léger coup d'avance dans ces phases de tendance. D'accord? Ici, ça part avant, et après, effectivement, on voit la masse monétaire qui suit. Ça marche? Donc, quand quelque chose se produit, en général, le marché l'a anticipé. Et du coup, il range. Il continue dans la même direction. Hein. Attention, on ne parle pas de range haussier dans un mouvement correctif. Mais on a tendance à osciller, c'est-à-dire que la direction est imprimée, mais on oscille autour. Donc là, déjà, quand je vois des gens, d'accord, alors qu'on vient de finir un cycle, me dire, on voit bien que là, les deux sont en train de se resserrer et que les deux copains vont arriver là. Et que du coup, comme on l'a vu, à chaque fois qu'il y a un déplacement dans un sens, après, ça a tendance à recroiser. Donc là, on voit bien que les États-Unis et l'Europe vont revenir à la norme tous les deux, mais que le chemin parcouru par les États-Unis est bien plus agressif. C'est QFD, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est tout à fait normal que la Fed soit beaucoup plus agressive que l'Europe. C'est comme ça, en fait, ça devait être comme ça. Ils sont allés beaucoup plus loin avant, donc il faut revenir de plus loin et il faut être beaucoup plus agressif. C'est normal. Ok. Deuxième chose, ce qu'on voit, c'est que cette phase-là, elle a bien produit un range. Donc, si on produit et si on voit ce range, on voit bien que la valeur médiane de ce range, c'est plutôt un 15, et pas la parité. Donc, normalement, ce que nous dit ce modèle, c'est que la valeur actuelle de l'euro-dollar, dans ce cycle de découplage des politiques monétaires, c'est une oscillation autour de 1,15. Jusque-là, ça va ou pas? C'est un modèle. Mais il me semble beaucoup plus intelligemment montré que ça baisse parce que le taux de change, je sais pas quoi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi. Mais moi, personnellement, je vois pas d'erreur dans ce modèle-là par rapport à ce qui s'est passé avant. On voit bien qu'on a une oscillation sur une valeur. Ok. Là, il était normal qu'on ait une oscillation légèrement descendante puisque le flux était toujours dans le sens baissier. Ce qu'on a vu maintenant, c'est que par rapport au changement des politiques monétaires qu'on va avoir, on s'attend maintenant à une reprise. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'un cycle correctif, c'est pas non plus tout de moon, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça rebondisse comme ça. Mais peut-être s'attendre à un truc comme ça. Il va falloir casser des résistances, d'accord? C'est-à-dire construire des creux sommets ascendants pendant un petit moment. Ça peut se faire avec une phase de léger plateau comme on l'a vu, ou un petit peu plus correctif. Donc on va dire, au pire, c'est ça, au mieux, c'est un truc un peu comme ça. Moi, il me semble qu'il faut qu'on casse de toute façon cette dynamique, d'accord? Donc je pense qu'on est parti très clairement, hein, d'accord? Si on projette un peu le truc, en termes de rythme, c'est de dire là où le minimum, c'est si on y va avec un rythme assez soutenu, jusqu'à octobre 2023, on va avoir donc une croissance de la masse monétaire en Europe plus rapide que celle des États-Unis. Minimum, puisque j'ai dit, il faudra croiser ce truc-là. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai plutôt pour l'instant des projections de ce cycle autour de 2024-2025, dans lequel on va effectivement avoir une remontée de l'euro, selon mon modèle. Pas une remontée fulgurante, puisque moi, mon modèle, je vous l'ai toujours dit, c'est d'aller chercher une résistance, puisque clairement, aujourd'hui, on a inversé le modèle de long terme. On va clairement imprimer beaucoup plus de dollars que d'euros, mais là, pendant un léger moment, ça va être l'inverse. Parce que les États-Unis vont devoir serrer la vis, peut-être pendant 1-2 ans, beaucoup plus vite que ne pourra serrer la vis l'Europe, ce qui causera normalement la remontée du taux d'intérêt, du taux de change, jusqu'à une zone où, pour ma part, ça vaudra le coup de reprendre le sens du flux. Quel sera le rythme de ce truc-là? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que ce rythme est lancé, en général, il tient pendant 2 à 3 ans. Quand on a imprimé le rythme ici, on est resté dans ce cycle correctif, pendant à peu près 4 ans. Chose ici. Donc, moi, j'ai toujours ces horizons. Dès qu'on va lancer le truc, là, pendant 2 à 4 ans, on va être bloqué dans un schéma de resserrement monétaire aux États-Unis. Comme les États-Unis sont pour moi une économie beaucoup plus dynamique que l'Europe, je vois difficilement comment ils arriveront à entrer en récession avec ça, puisqu'encore une fois, on ne parle pas de remonter les taux to the moon, mais juste de resserrer la politique monétaire. On n'a pas parlé de hawkish, on a parlé de moins dovish. Donc les gens qui pensent que la Fed est hawkish ont totalement tort. La Fed revient à la norme. Elle y revient juste plus violemment que l'Europe. L'Europe va suivre. Mais quoi qu'il arrive, l'Europe sera toujours dans un rythme dans lequel elle va probablement créer un petit peu plus d'euros que les États-Unis ne le feront.
dans un schéma correctif. Ça veut dire les deux vont créer de la richesse. Vous voyez bien que la masse monétaire, elle est très rarement déflationniste. Elle est souvent donc en croissance. Le principe, ça va donc être de comprendre que l'Europe va freiner, mais va freiner beaucoup moins que ne freineront les États-Unis. Et ça fera remonter le taux de change euro-dollar. Pas tout de moon, on ne va pas franchir de résistance. Mais il y a de fortes chances qu'on revienne chercher vers la zone des 1,40, là où se trouvent les résistances, où pour ma part, ça vaudra le coup, là, de se mettre à la vente pour viser une chute du taux de change. Dans la reprise, encore une fois, de ce mécanisme-là. Et si on voit une divergence de politique monétaire à chaque fois, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, l'euro-dollar, il nous fera la classico. C'est-à-dire que s'il repasse par là, de façon assez molle, et que 2024-2026, on repart à la baisse, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un mouvement tendanciel, puis un différentiel des politiques monétaires, et on aura un range qui oscillera vers le bas pour tendre vers l'objectif. La phase de tendance, elle sera probablement anticipée avant le différentiel de politique monétaire. Ça marche? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est de comprendre que l'action différenciée de la politique monétaire états-unienne aujourd'hui, elle était prévisible. C'était normal qu'on ait un différentiel d'application des politiques monétaires dans les deux pays. Ça se voit parce que la masse monétaire s'est comportée de façon totalement différente récemment. Donc le resserrement est de façon logique absolument pas le même. Ne vous attendez pas à ce que l'Europe soit aussi agressive que les États-Unis. Ça n'arrivera pas. Et ça ne doit pas se produire. Ça n'a aucun sens logique. Donc oui, on va continuer à produire plus d'euros que le frein qui sera imposé aux États-Unis. Et oui, ça va probablement faire remonter le taux de change euro-dollar, ce qui est totalement contre-intuitif. Voilà. Maintenant, c'est un modèle. Donc comme toujours, ça va vous paraître bien intelligent, génial, etc. Donc ça y est, je connais l'avenir, c'est l'euro-dollar, je parie tout là-dessus. Non, en trading, on applique toujours une gestion du risque. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les dynamiques de flux monétaires, elles indiquent plus l'inverse, malgré le fait que le forecast des gens est bon. Les gens disent, c'est parce que l'Europe va continuer sa politique monétaire soi-disant accommodant, parce que de façon relative à celle des États-Unis, elle paraît plus accommodante, mais en soi, les deux le sont, les deux tendent vers une normalisation. Simplement, effectivement, cette fausse perception est due au fait que c'était d'une part prévisible et de deux tout à fait normal. Donc d'un point de vue professionnel, le cycle de hausse de taux a atteint sa plus forte agressivité aux États-Unis, c'est ce que nous disent les swaps d'inflation à 6 mois. En tout cas, ils peuvent se tromper, mais pour l'instant, ils n'ont pas tendance à parler de la fin du monde. Ce qu'on voit également, c'est qu'on n'est pas du tout à l'aube d'une récession, mais bien au contraire, en fait. On est en phase de normalisation de la politique monétaire, et ce qu'on avait vu, c'est que sur les indices boursiers, ça a plutôt tendance à causer des ranges haussiers, plus que des éclatements de bulles, je sais pas quoi, du futur, des mecs qui nous disent qu'on va tous mourir demain. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que c'est totalement contradictoire en termes de comportement des masses monétaires et du taux de change. Le taux de change, il va probablement remonter, malgré les effets totalement contre-intuitifs que ça a sur l'accès au crédit. Il y aura plus de crédits octroyés en euros qu'il n'y en aura en dollars, relatif, évidemment, hein, on les compare l'un à l'autre, et ça va pourtant faire remonter le taux de change euro-dollar. Au sein d'un cycle correctif. Donc oui, l'euro-dollar ira plus bas après, mais chaque chose en son temps, et pour l'instant, l'heure est à l'inverse. Voilà. En tout cas, pour ma part, d'un point de vue statistique, c'est le modèle que je suis et que j'applique dans les gestions du risque. Je ne recherche absolument aucune vente euro-dollar, que des achats. Par contre, ça ne se fait pas sans gestion du risque. C'est clair? Qui dit gestion du risque dit que je m'en bats les couilles de savoir quelle stratégie acheteuse vous trouvez, ou etc. Je vous recommande sincèrement d'éviter les stratégies vendeuses d'euro-dollar. Elles peuvent fonctionner. M'en fous, encore une fois, un trade, c'est chacun fait ce qu'il veut, et quand vous gérez les risques, que vous ayez tort ou que vous ayez raison, c'est pas ça le plus important, c'est surtout que vous gériez vos risques. Ok? Pas avoir peur d'avoir tort, vous avez le droit d'avoir un avis divergent, d'être pas d'accord, mais je pense, en tout cas, essayez ici de vous apporter des modèles un petit peu plus proches de ce qu'utilisent les professionnels. Maintenant, moi je suis pas quant, je travaille pas dans une banque, mais voilà, il faut comprendre que les modèles smart money sont souvent un petit peu plus développés que le blabla des économistes ou des pseudonomistes là sur les réseaux. Ok? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce qu'au moins là vous avez appris quelque chose ou pas du tout? Parce qu'il fallait qu'on débunk toutes ces conneries. Mais surtout,
que vous compreniez que il y a cette mécanique contre-intuitive. Mais le principal facteur de déplacement de la valeur d'un taux de change, d'accord, de déplacement des référentiels de range, puisque j'ai dit c'est toujours des ranges en fait. Il y a une direction dans le range qui est indiquée par ce truc-là, d'accord, et par la dynamique des politiques monétaires. Donc c'est bien les deux facteurs qui prennent en compte. Quand il y a un différentiel de politique monétaire, on a surtout de la volatilité sur le taux de change, plus que du directionnel. Mais l'orientation et le directionnel des flux, il est principalement dû aux mécaniques de flux entre le rythme de croissance relatif des différentes masses monétaires. Rien à voir avec les putains de taux d'intérêt. Et encore moins les taux directeurs. Ok? Donc, me parlez plus de taux d'intérêt pour me parler de taux de change. Ok? Je veux plus jamais de ça. Ça n'a aucun sens. En tout cas, même si ça a du sens, ça, c'est beaucoup plus impactant que les différentiels de taux de change, que les différentiels de taux d'intérêt. Alors, pour terminer quand même, parenthèse, il y a un mécanisme qui peut foquer ça, c'est notamment ce qui a été à l'œuvre sur l'USD-Yen pendant les années QE de folie là-bas, là. C'est quand on a un différentiel de taux de change, de taux d'intérêt qui va devenir si grand qu'on va avoir mis en place ce qu'on appelle un carry trade, c'est-à-dire que les investisseurs d'une masse monétaire A vont aller s'endetter dans la devise B pour financer des investissements dans la zone A. C'est-à-dire concrètement, à l'époque, les mecs qui voulaient financer des entreprises en dollars, ce qu'ils faisaient, d'accord, c'est qu'ils n'empruntaient pas à la Réserve fédérale, ils allaient emprunter à la Bank of Japan, ils rechangeaient ça derrière en dollars et ils investissaient en dollars chez eux. Donc c'est-à-dire on va se financer avec de la dette extérieure parce que les taux d'intérêt sont extrêmement divergents. C'est-à-dire on parle d'une époque où les taux d'intérêt américains étaient à 4%, 4-5%, et les taux d'intérêt au Japon étaient à 0 déjà depuis très longtemps. Donc il y avait un différentiel de taux d'intérêt suffisamment grand pour justifier un carry trade, c'est-à-dire un peu un cheat code de ce truc-là. Mais encore une fois, ça ne marche que quand la taille des économies est relativement divergente également. Donc, ce n'est pas le cas entre l'Europe et les États-Unis. Il y a très peu de probabilité qu'on ait mis en place d'un carry trade. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'œuvre. OK? Donc, je ne veux pas entendre parler de carry trade. C'est clairement pas en cours. Je ne veux pas du tout entendre parler de différentiel de taux d'intérêt pour forecast les mouvements de l'euro-dollar. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est un mouvement qui aura probablement l'air tendanciel d'abord. Rappelez-vous, hein, ça va avoir l'air tendanciel, puis flat. Et après, on reprend le mouvement baissier. D'accord? Le taux de change anticipe toujours le mouvement ici. OK? Donc, on va probablement avoir une reprise assez forte sur l'euro-dollar, puis du range. OK? Bon, ça, c'est un petit peu plus spéculatif. Mais c'est pour ça que je vous dis de faire gaffe avec l'euro-dollar. Il y a plein de choses qui m'invitent à penser que le correctif ne va pas être si facile à gérer que ça. Ok, regardez à l'époque, hein, le correctif ici avait été très très lent. Donc même si on a un correctif très lent, regardez ce que ça donne sur le taux de change. Hein. Ça peut produire des retracements assez virulents. Hein. Donc moi je pense qu'on aura du mal à franchir des résistances. Donc je pense difficilement que tenir de la valeur au-dessus des 1,40, ce soit vraiment jouable sur l'euro-dollar. Mais c'est clairement la zone qu'il faut targeter. Hein. Ah non, 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 mais moi le Forex, je suis toujours le sens de la valeur. Dans mes trades, ça veut dire que je ne trade absolument pas à la vente sur l'euro-dollar depuis 2016. Je ne fais que des achats. Par contre, ça ne se fait pas sans gestion du risque. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'a pas été un grand succès. Principalement parce que là, je voyais mon fameux cycle correctif. Enfin, c'est dans cette phase-là où je me suis fait niquer, principalement. Mais c'est pas grave, c'est plus de dire, écoute, ça arrive aussi. Hein. Mais je sais que je ne privilégie pour l'instant que les achats euro-dollar. Les ventes, pour moi, je les ferai après. Quand on aura eu un cycle correctif, là oui, je sais que je réattaquerai les ventes dans le sens de ce flux-là. Mais il faut déjà qu'on ait pris le temps de corriger, et puis moi, je vends sous des résistances. Je ne vends pas des supports. Puis bon, voilà, je ne vous parle pas de la grosse borne de volatilité mensuelle sur l'euro-dollar qu'on a vu tous, d'accord? Il y a trop de facteurs qui font que, de façon technique, l'euro-dollar, il va probablement rebondir. Et malgré le fait que l'Europe va imprimer plus d'euros que ne le fera la presse américaine. OK? Donc, oui, les gars qui vous disent que l'euro-dollar baisse de façon logique, etc., parce que les masses monétaires, enfin, parce que l'Europe va imprimer plus à cause de taux d'intérêt, ils ont raison. Et pourtant, ils auront tort sur le prix.
C'est ce modèle qui vous le dit. Et ça fait 60 ans, ça fait 50 ans qu'il fonctionne très bien. Ça peut changer, hein. Encore une fois, le passé ne présage pas du futur. Mais là, ici, c'est quand même plutôt pas mal. Ça marche? Donc pour l'instant, c'est trop court pour vraiment justifier d'un truc, mais vous voyez bien l'ambiance actuelle. L'ambiance actuelle, elle est à freiner plus vite l'économie américaine que de freiner l'économie européenne. Donc il y a de très fortes chances, effectivement, qu'on entre dans le fameux cycle correctif du différentiel de masse monétaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou on s'arrête là? Que ça dure pas 3 heures sur le replay. On est à 45 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Modèle macro, hein. Donc j'entends bien, ça vous donne la direction, horizon 2, 3, 4 ans. C'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je vise aujourd'hui. C'est ces flux-là, enfin ces flux, c'est ces directionnels-là que je veux exploiter dans les prochaines années dans mes portefeuilles. Avec des gestions du risque. Si je me trompe, je prendrai des stop-loss. Mais pour moi, c'est dans ce sens-là que va la valeur. Donc je suis toujours la valeur. Sans jamais s'affranchir de spéculation. C'est pas une science automatique. Ça veut pas dire, maintenant que j'ai un modèle qui me dit que l'euro-dollar va monter, j'achète et je ferme les yeux. Non, non, c'est pas ça. Toujours, on achète avec un contexte, etc., une gestion du risque, avec parfois un stop loss qui va sauter parce qu'on n'était pas sur le bon time frame, et on reprend derrière sur le bon time frame s'il faut. Ok? Dès que j'aurai une stratégie acheteuse sur l'euro-dollar, je m'y collerai. C'est clair. Aucune question? J'ai été tellement clair que vous avez tout compris? Parce que normalement, je parle beaucoup quand même, donc j'ai dû vous mélanger un peu de trois conneries, mais si tout est clair et que vous avez tout compris, c'est cool. Possible de passer la séquence du... Mais attends, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici, là. Non, non, là, on est dans la partie. Voilà, on verra peut-être après l'enregistrement là, mais on va pas faire chier les gens qui vont mater le replay avec un truc qui n'a rien à voir. Donc, par rapport à ce contexte-là, donc, différentiel de taux d'intérêt, variation des taux de change, masse monétaire, rythme de croissance des masses monétaires, rythme de croissance relatif, d'accord? Rate of change, comme on l'a vu, positionnement relatif de dynamique à l'intérieur des taux, mécanique de taux 10 ans face au swap d'inflation, le fait qu'il ne faut pas croiser le taux à 10 ans et les Fed Funds Rate, sinon c'est que les traders obligataires voient une récession immédiate, etc., etc. Ok, vous avez tous les facteurs qui permettent de débunker pratiquement totalement toute la merde que je vois circuler en ce moment, qui est d'une part totalement contre-intuitive par rapport à ce que ça risque de produire sur les prix, comme je vous dis, pas de récession mais une stagflation, c'est-à-dire d'un maintien d'un taux d'inflation élevé, mais un taux à 10 ans qui restera au-dessus du Fed Funds Rate, tout en maintenant les deux un peu au parallèle, là, c'est on va essayer de les garder collés l'un à l'autre, mais de surtout éviter le croisement. Donc, croyez pas que la Fed va remonter ses Fed Funds Rate to the moon pour toujours, d'accord, malgré des chiffres CPI élevés. Les gens qui font ces forecasts ne comprennent rien au modèle spéculatif. D'accord? La Fed, elle agit principalement aujourd'hui par rapport aux anticipations de marché. Plus le taux à 10 ans monte, plus la Fed va pouvoir monter les Fed Funds Rate. Mais elle sait très bien qu'elle ne doit absolument pas croiser. Si vous croyez que ces gens-là ne comprennent pas ça, vous avez probablement un gros problème. D'accord? Ces gens-là le savent très bien, qu'il ne faut absolument pas croiser le taux à 10 ans, sinon le message que ça envoie, c'est la récession immédiate. Peut-être que la Fed fera ce choix-là, mais à mon avis, elle fera tout pour l'éviter. Elle va freiner l'économie américaine, la foutre en stagflation, oui. Et l'Europe ne sera pas en récession, parce que nous, on va dépenser du pognon. Voilà. Donc c'est normal, à mon avis, que les taux restent bas en Europe, et ils ont plutôt intérêt à l'être. Et oui, ça vous paraît contre-intuitif. Et oui, je vois tout le monde sur Twitter dire que la garde est sur une autre planète parce qu'elle comprend rien, etc. Mais c'est vous qui comprenez rien, en fait. C'est ça qui est un peu grave. C'est juste de dire, attention, encore une fois, les réalités sont souvent plus complexes. Et mon modèle n'est pas parfait du tout. Mais c'est le modèle, c'est ce type de modèle que les professionnels utilisent.
Alors, en plus compliqué que ça, hein, ils ont des gens qui sont là pour ça, dont c'est le métier à faire ça tous les jours. Moi, j'ai foutu ça en 3 4 heures et voilà. Bon, pas de questions, c'est bon? Bon, je coupe le replay et à la limite, on ira sur d'autres questions. Allez, ciao ciao pour le replay, j'espère que vous aurez appris des trucs. Et voilà. Donc, on débunk sur tout ce qui n'a aucun sens. Et on a une direction qui est scalée. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais par contre, je ne veux plus vous entendre dire les conneries qu'on a débunkées ici.